Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la première conférence d'Isegoria de l'année 2013. Tout d'abord, je tiens à excuser le président de l'association qui, pour des raisons de maladie, n'a pas pu monter sur scène ce soir. Toutefois, je tiens également à vous dire que nous allons tout faire pour faire de 2013 une année aussi riche que les années précédentes, tant en termes du nombre d'interventions, de conférences, que de la qualité des intervenants. Ce soir, nous allons parler d'un rêve. De quel rêve, me direz-vous? Eh bien, de notre rêve européen. Après des décennies de projets, de traités, de construction, nous rêvions de convergence, d'union, de paix et de prospérité. Aujourd'hui, nous tentons tant bien que mal de sortir d'une crise si douloureuse qu'elle a su remettre en cause les plus belles réussites de notre Europe. En 1972, au sommet de La Haye, Pompidou lançait son triptyque « Élargir, approfondir, intégrer ». Telle était la mission assignée à l'Union européenne. Unie dans la diversité, l'Europe plaît-elle toujours dans l'adversité? L'identité européenne ne s'est-elle pas diluée dans l'espace, laissant parler les désirs de souveraineté nationale? Plus pessimiste encore, en 2007, Christian Saint-Étienne prophétisait la fin de l'euro, ultime symbole d'une Europe économique. Déchirée intérieurement, l'Union européenne semble céder devant les voix vociférantes de nationalisme latent. Il n'y a pas moins d'une semaine, d'ailleurs, le Premier ministre anglais David Cameron annonçait que la Grande-Bretagne était prête à se retirer de l'Union européenne afin de redéfinir les clauses d'un nouveau contrat, d'une nouvelle adhésion. La construction européenne s'est-elle faite en oubliant les exigences du peuple européen? Encore faut-il savoir de quel peuple parle-t-on? L'Europe des nations est-elle prête à s'unir sous la bannière d'un seul et même État européen? Rien n'est moins sûr, car à l'heure des coalitions hétéroclites, les peuples d'Europe réclament un nouveau contrat social, un nouveau pacte. Faut-il en déduire l'existence d'un précédent pacte, voire son échec? Quel était-il et quelle forme prendra-t-il? Quand politique monétaire et budgétaire ne s'accordent plus, quelle marge de manœuvre reste-t-il à l'Europe? Telles sont les questions que nous posons ce soir à notre invité Michel Aglietta, qui nous fait l'honneur de sa présence. Ancien membre du Cercle des économistes et ancien conseiller au cabinet d'analyse économique du Premier ministre, vous êtes un spécialiste des questions de régulation économique. Dans votre livre « Zone euro, éclatement ou fédération », vous traitez des questions liées au marché monétaire. Qui mieux que vous pourrait répondre à nos questions, à celles d'une Europe dilettante et hésitante, perdue entre utopie et réalité? Bonsoir à toutes et à tous. Merci de venir nombreux assister à cette première conférence de l'année qui démarre donc sur les chapeaux de roue, comme le soulignait Nashouat, avec une thématique donc brûlante d'actualité analysée par un expert prestigieux, Michel Aglietta, et sous la direction donc d'une nouvelle équipe Isegoria. Donc bienvenue à tous les membres de la nouvelle équipe représentée par Alexandre, même s'il est souffrant ce soir, mais en tout cas brillamment remplacé par Nashouat. Alors un petit mot sur la thématique de ce soir pour vous présenter le contexte. La construction européenne est une longue histoire. L'idée née à la Renaissance et repose sur un projet simple, pacifier ce vaste territoire. Rousseau la ravive au milieu du XVIIIe siècle, mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que Français et Allemands lui donnent une forme concrète, celle d'un accord sectoriel portant sur l'acier et le charbon, prélude à la signature du traité de Rome en 1957. 6 pays sont alors assis autour de la table. La procédure d'élargissement débute en 1973 et aujourd'hui l'Union européenne compte 27 membres, dont 17 ont adopté l'euro comme monnaie. Au regard de l'objectif initial, la construction européenne est une belle réussite. La spirale des guerres est rompue. Un si grand bénéfice justifiait bien l'abandon d'un peu de souveraineté nationale. Mais parvenir à cette fin implique un choix des moyens. Le plus petit dénominateur commun des peuples, au final assez divers culturellement, et naturellement l'économie. L'Europe sera donc voulue comme un espace de libre-échange de biens et de compétences, un vaste marché où les membres de la communauté interagissent. Le bilan sur ce terrain est plus mitigé.
des succès, une facilité d'échange et de déplacement rendue possible par la suppression des frontières économiques et la mise en place de la monnaie unique. Une monnaie unique qui, rappelons-le, offre une remarquable stabilité monétaire aux pays qui en ont fait l'adoption. Avant cela, les fluctuations de change que nombre de pays subissaient, dont la France, généraient perte de compétitivité pour les entreprises exportatrices ou inflation. Des échecs aussi, et maintenant, car la crise économique actuelle, profonde, rend intenables les défauts de son organisation. Il est un constat sur lequel tous les gouvernants s'accordent désormais, c'est celui de la nécessité de réguler l'économie. Comprenez, définir des objectifs, encadrer avec souplesse, orienter. Cher, votre présence dans cet amphithéâtre est à ce titre opportune, car la régulation de l'économie, avec quelques autres, vous l'avez pensée, structurée, appelée de vos voeux, il y a connu l'école de la régulation. L'Europe est donc aujourd'hui forcée d'opérer une mutation. Ce changement d'approche est aussi un aveu d'échec des politiques économiques dans les pays depuis la fin des années 70. Subprime et endettement public sont en réalité les effets de la crise, dont les causes sont profondes. Historique. Comme je disais, dès la fin des années 70, 10 ans avant la chute du mur, il ne fait plus aucun doute pour les observateurs attentifs. Le modèle d'organisation économique, l'économie planifiée et l'économie de marché, tournent en faveur du second, le premier relevant d'une rêverie humaniste. Mais à bien y regarder, la victoire est toute relative. L'effondrement d'un modèle estompant les difficultés de son alternative. En effet, pendant les années 70, au sein des pays à économie de marché, le chômage progresse et les budgets des États commencent à afficher des déficits, ouvrant la voie à un endettement sans cesse croissant. Pourtant, au cours des décennies, le marché s'est triomphe. Le postulat est le suivant. Si le marché fonctionne parfaitement, ses bénéfices sont immenses et partagés. Allocation et des ressources naturelles, et bas prix garantis aux consommateurs. Charge aux régulateurs, les dirigeants politiques, de faciliter l'épanouissement des marchés. En limitant, voire en supprimant leurs entraves, ainsi des réglementations et des monopoles publics, et en facilitant leur financement. Les se suivent, mais ne se ressemblent pas. Milton Friedman, chef de file des monétaristes, remplace John Maynard Keynes et ses politiques de dépenses budgétaires dans le cœur des dirigeants politiques. Ronald Reagan défend le welfare state au profit du libéralisme. En Europe continentale, le changement semble moins brutal. Et pourtant, les socialistes mettent en place en 1983 une politique d'austérité. L'Europe, qui se dote d'un traité en 1992, instaure la libre concurrence comme clé de voûte de son organisation économique. Un blanc-seing est donné au marché dans son incarnation la plus libre. 30 années ont passé et l'heure du bilan a sonné. Avions-nous raison de croire aux vertus dynamiques et redistributrices de la concurrence? La réponse est non. L'Europe, ses membres et ses citoyens se sont fourvoyés. Parfait, utopie. Tous les marchés sont imparfaits, structurés la plupart du temps autour de quelques firmes dominantes qui, à minima, résistent à la baisse des prix, des équilibres et des effets négatifs de la mondialisation. L'objectif, c'est-à-dire la nécessité de réguler, fait consensus. Pour autant, ce que révèlent les de l'Union européenne ou du G20, c'est la difficulté à s'accorder sur le comment. Les pays de l'Union européenne sont aujourd'hui moins dans un rapport de coordination d'autorité sous domination allemande. Or, la confraternité est moins une naïveté qu'un préalable à des décisions partagées. Pour éviter la division et progresser, une forme plus politique, mais nul doute que la question économique restera au cœur des attentes. Une économie qui repose moins sur des doctrines que sur des systèmes. C'est Michel Elietta, à savoir un pilotage limité mais constant de l'économie, tourné vers le long terme et basé sur des compromis. Nous sommes donc particulièrement heureux de vous entendre. Puissiez-vous nous éclairer sur des moyens qui nous semblent si difficiles à identifier et plus encore à mettre en œuvre. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis plus que content d'être ici. Et donc, c'est évidemment avec un grand bonheur que je voudrais que nous puissions débattre sur ces questions européennes
qui sont évidemment... Le temps, malheureusement, va être assez limité. Je vais devoir aller assez vite et laisser les préambules, mais je pense que Nadja aurait pu continuer la conférence. Était tout à fait fondamental. Le titre, nous l'avons défini avec l'équipe organisatrice, mais il faut y arriver, en effet. On est très loin d'un nouveau contrat social. Donc, la question, c'est quelle séquence, quel type d'étape il faut dépasser et quelle, disons, ambition et audace il faudrait pour avancer dans l'Europe aujourd'hui. Alors, j'espère que tout va bien marcher. Donc voilà, je vous donne un peu le plan que j'ai suivi. Le premier, donc rapidement, ce qui est profond dans la crise, au-delà des événements, c'est le fait que l'euro n'est pas une vraie monnaie. On croit que c'est une vraie monnaie, mais ce n'est pas une vraie monnaie. Et ceci a été à la fois un élément crucial dans les aspects économiques de la crise, mais surtout dans le défaut de l'élément, c'est donc de dire d'où vient cet échec dans la résolution de la crise, puisque la crise a commencé en 2000 et elle n'a fait que s'approfondir ensuite, pour arriver à une compréhension des éléments fondamentaux absolument minimaux qui sont nécessaires pour résoudre la situation. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est gérer la crise, disons, au bord de l'abîme, comme on dit. Avec à chaque fois, vous savez, il y a une multitude de sommets qui ont commencé depuis le début, c'est-à-dire en mai 2010, avec la crise grecque, et on a fait plus d'une vingtaine de sommets, hein, et à chaque fois, on fait disons, fonctionne quelque temps, et puis l'inquiétude des marchés financiers recommence, la crise s'approfondit, etc. Et nous poursuivons cette marche-là chaotante depuis donc maintenant 2 ans. Et donc la question c'est, il y a un changement radical qui est indispensable si on a compris la profondeur des difficultés, et ce changement radical suppose une union politique. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'Europe a été originale depuis le début. Elle est originale en créant une monnaie incomplète. Elle sera originale dans le type de dépassement, si elle est capable de le faire. C'est ce que j'essaierai de montrer comme étant une fédération d'États, c'est-à-dire une forme qui existe nulle part ailleurs dans le monde et qui dans lequel les États nationaux conservent leur identité et leur souveraineté, mais où des domaines bien définis qui sont ceux du budget et donc de la politique macroéconomique sont en quelque sorte surmontés par un niveau fédéral. Et donc on aurait cette notion qui existe dans la théorie, si vous voulez, de l'État, et notamment par un anthropologue connu qui s'appelle Louis Dumont, qui étudiait les empires de cette manière-là, la notion de hiérarchie enchevêtrée, de souveraineté enchevêtrée, dans des domaines fondamentaux, notamment le monopole de la violence légitime. Il ne s'agit pas de faire une armée européenne avec un État européen. Il reste également énormément de questions qui concernent l'organisation de la société et, disons, des normes essentielles de la vie en commun. Au niveau constitutionnel supérieur, dans des domaines qui sont ceux que j'ai identifiés comme étant liés à l'économie. Il faut arriver à construire un qui n'a jamais existé nulle part. Et le contrat social est évidemment le contenu de ça. Hein, le contenu, et donc c'est l'idée que le contrat social, comme vous le savez, de la redistribution qui était celui de l'après-guerre et qui a cimenté l'Europe comme étant la zone du monde où le progrès social a été le plus avancé, il s'est en quelque sorte délité de plus en plus et progressivement depuis le début de la globalisation dans les années 80. Et maintenant, on est dans un monde de discrimination, de pauvreté croissante, de chômage permanent, etc. Et donc, sortir de ça n'est pas simple. Voilà un peu l'objectif, si vous voulez. Donc, aller assez vite sur les origines, mais cette théorie est importante. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie complète? Une monnaie complète, la monnaie n'est pas la même chose qu'une marchandise, contrairement à ce que
monnaie est un bien collectif, chacun le sait, c'est un bien commun. C'est ce qu'on a en commun. En quelque sorte, c'est le lien social le plus commun qu'on puisse avoir. Ce qui nous lie les uns aux autres à le réseau d'échange sans qu'on le sache, de manière, en quelque sorte, qui est une manière qui est inconsciente pour nous. Mais dans le fait qu'on utilise la même monnaie, on est reliés les uns aux autres ensemble par cet immense processus qu'est le mécanisme d'échange. Et donc, le sens profond de ça, c'est que c'est par la monnaie que la valeur est créée. C'est par la monnaie que chacun qui a une activité et qui essaye de faire reconnaître par la société cette activité, par le fait que, dans l'acte de paiement, la société dans son ensemble, par l'intermédiaire de n'importe qui, reconnaît que vous avez en effet fait une utilité sociale, soit parce que vous vendez votre force de travail. Et donc, on voit bien qu'il s'agit d'un bien commun. Mais il y a un autre bien commun, qui est le capital collectif de la société. Les gens ne se rendent pas compte, et en particulier ceux qui cherchent leur nationalité en Russie ou en Belgique, ne se rendent pas compte que si on vit ensemble, c'est parce qu'il y a des biens collectifs et qu'il y a des services collectifs. Et que ce capital-là, c'est le capital qui va des infrastructures, qui va à nos systèmes de santé, qui va à notre système éducatif, qui va à notre sécurité, etc. Nous vivons dans lequel les biens collectifs sont énormes. Eh bien, la contrepartie de ça, c'est évidemment la dette que nous avons, chacun d'entre nous, chaque citoyen vis-à-vis l'ensemble d'entre nous, qui est la collectivité, qui a construit ce capital collectif et dont l'État est le représentant. Et l'impôt est la reconnaissance de la dette sociale. Donc l'impôt, c'est ce qui nous fait citoyens, sur le plan des liens avec le capital collectif. Et qu'est-ce qu'elle est alors la dette publique ? La dette publique n'est pas autre chose dans une nation qui est cohérente qu'un impôt différé. Et il est normal que cet impôt soit différé puisque le capital doit être investi et l'investissement va bénéficier aux générations futures. Il est donc normal que les générations futures participent à l'investissement qui leur permettra d'être normalement, si tout va bien, bien plus riches que nous. Et donc la dette c'est un transfert intergénérationnel de l'impôt. Et donc, si on comprend bien que la monnaie est ce en quoi l'impôt est payé, que la dette publique n'est pas autre chose qu'un transfert intergénérationnel de l'impôt dans une nation où la dette est émise dans la monnaie du pays et où elle est payée par de la collectivité, alors il est clair que la dette publique de l'État doit pouvoir être, si vous voulez, immunisée des instabilités. Alors que l'État n'est pas un État défaillant. Il y a des États défaillants, évidemment, et pas seulement les États du tiers-monde. La Grèce peut être considérée comme largement un État défaillant. Dès lors que vous n'avez, et donc c'est pour qu'il y a un problème de solvabilité de la dette publique, mais dès lors que vous n'avez pas un État défaillant, la dette publique, si vous voulez, n'a aucune raison de poser de problème. Parce que la dette publique correspond à la vie infinie de l'État. L'État vit de manière illimitée par rapport à chacun d'entre nous. Et en conséquence, l'État doit toujours avoir, lorsque le marché financier qui gère le titre de la dette publique est perturbé par des raisons qui sont les siennes et qui sont souvent liées à des phénomènes de spéculation, des phénomènes d'inquiétude, des phénomènes de polarisation, il ne faut pas que la dette publique soit contaminée par ça. Et c'est ce qui se passe dans tous les États importants, que ce soit le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Japon. La dette publique est mise en marché par le fait qu'elle est monétisée par la Banque centrale. Eh bien, en Europe, ce n'est pas possible. Dans la zone euro, ce n'est pas possible, puisque la Banque centrale n'est pas... c'est là que c'est, si vous voulez, une monnaie incomplète. L'euro n'est la monnaie d'aucun État. L'euro est une monnaie étrangère pour tous les États. Et oui, là encore, c'est déjà dans l'hybride dont je vous parlais tout à l'heure, qu'est l'Europe. En effet, l'euro est bien une monnaie commune de chacun d'entre nous. Il suffit d'aller à l'étranger pour voir les avantages qu'on a à ne pas avoir à convertir nos euros lorsque nous vivons à l'étranger ou lorsque nous y passons des vacances, etc. Mais l'euro est extérieur, étranger
aux États. Et en conséquence, les dettes publiques sont menacées exactement comme si chaque État émettait ses dettes publiques en monnaie étrangère. Et donc on est au même niveau de ce côté-là que les pays latino-américains qui émettaient leurs dettes en dollars. Et en effet, lorsque une dette publique est émise en monnaie étrangère et qu'elle est détenue par des non-résidents, eh bien elle se privatise. Tout se passe comme si c'était une dette privée, car les non-résidents n'appartiennent pas à l'espace commun. En conséquence, ils n'ont vis-à-vis d'une dette publique que celle de l'arbitrage purement financier qu'ils font entre des dettes de différentes natures. Et donc, voilà le problème. La différence essentielle de l'euro, elle est là. Dès l'origine, elle y était. De nombreux économistes ont, si vous voulez, attiré l'attention dès 1992 sur cette question. Mais, si vous voulez, ce que nous pensions, et moi, quand j'ai voté pour le traité de Maastricht, je pensais, comme beaucoup d'autres, que l'existence d'une monnaie appelait la souveraineté politique. C'est-à-dire qu'il y avait une promesse de souveraineté politique dans le fait qu'on avait créé l'euro, et que la construction européenne, dès lors qu'elle créait une monnaie, ce n'était plus la même chose que faire progresser progressivement le commerce. Eh bien, ça ne s'est jamais produit. C'est les déficiences structurelles d'avoir une monnaie externe. Nous vivons avec une monnaie étrangère dans chaque pays, en quelque sorte, et qui nous pose des contraintes au lieu de nous aider, en quelque sorte, à résoudre les problèmes économiques au fur et à mesure où ils se posent. Et donc, les conséquences, c'est ça, c'est que puisque l'euro est la seule entité fédérale dans un monde qui n'est pas fédéral du tout, c'est qu'on a mis des contraintes à la Banque centrale européenne qui sont des contraintes qui ne lui permettent pas de jouer le rôle qu'elle joue dans tout autre pays, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de faire des dettes publiques. C'est-à-dire que nous avons refusé l'existence d'un budget fédéral. Nous avons dans le traité de Maastricht, nous, c'est-à-dire les gouvernements dans l'accord qu'ils ont conclu, proposé qu'il n'y ait pas de transfert budgétaire entre États, pas de solidarité entre États. Et en même temps, il y avait la contrainte qu'aucun pays ne fasse défaut. Eh bien, ces trois contraintes à la fois, pas de budget fédéral, pas de transfert entre les budgets nationaux pour aider les États en difficulté, et en même temps, le refus qu'un État fasse faillite, sont contradictoires. Il est impossible, si vous voulez, de les assumer en même temps. C'est possible quand tout va bien, mais lorsqu'une crise arrive, ça éclate. C'est ce qui s'est passé. Était le maillon faible, ça aurait pu être n'importe quel autre pays à un moment ou à un autre. La crise financière globale a eu sur l'Europe un effet amplifié sur le pays d'origine, c'est-à-dire aux États-Unis, parce que nous n'avions pas les moyens et nous n'avions pas les institutions pour gérer le choc de la crise financière. Et donc la crise financière est mais c'est un catalyseur, la crise financière. Encore une fois, les raisons de fond, c'est celles que je vous ai indiquées. C'est l'incomplétude de l'euro et une difficulté, en quelque sorte, un espèce de péché originel de la construction européenne à partir du moment où elle a créé une monnaie. Ça, c'est fondamental. À partir de ça, ce qu'on espérait en 2000, ce qu'espérait la Commission européenne, notamment, c'était la chose suivante. Puisqu'on allait créer l'euro, et donc on allait créer un espace financier unifié, les taux d'intérêt qui étaient très différents dans les pays dans les années 90 allaient converger vers un seul taux. Puisque, a priori, dans un espace unifié, les titres publics, notamment, doivent être équivalents les uns des autres. Et on pensait que la création de l'euro en unifiant un espace financier indépendamment donc de cette unification allait suffire à créer l'unité. Et alors on se dit, ben, c'est merveilleux, les capitaux vont entrer, puisque, vous voyez, l'Espagne avait des taux d'intérêt qui étaient près de 10% au-dessus du taux allemand, quoi, en quelque sorte. Des taux allemands environ à 3% en 1998. L'Espagne, des taux qui dépassaient 10%. Vous vous rendez compte l'aventure fantastique qu'on a de la baisse des taux d'intérêt. Et en effet, elle s'est faite, cette baisse. Elle s'est faite en un temps extrêmement court. La conséquence de ça, c'est que les capitaux sont entrés comme une véritable avalanche. Et alors on a dit, mais c'est merveilleux.
capitaux, ils vont s'investir en investissement productif. Ça va augmenter la productivité. Regardez l'enchaînement du graphique. Là, on pourra monter les salaires, mais ça ne posera pas de problème de compétitivité. Les salaires se contenteront de redistribuer des progrès de productivité qui seront faits grâce à l'investissement. Et en conséquence, on va vers un cercle vertueux qui va faire rattraper les pays en retard sur les pays les plus avancés, et l'Europe va devenir homogène en effet. Elle est homogène au plan financier. L'homogénéité financière va créer l'homogénéité économique. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? En vérité, c'est vrai que les capitaux sont entrés. Mais où ils sont allés? Ils sont allés là où les rendements étaient les plus élevés, c'est-à-dire essentiellement dans la spéculation immobilière. Et donc, vous avez eu ce processus. L'Espagne, c'est, si vous voulez, paradigmatique. Vous avez la même chose au Portugal, ça va être la consommation qui se développe. En Grèce, ça va être, si vous voulez, l'ensemble des rentes qui se développent dans une société dans laquelle l'État n'est véritablement pas constitué. En Grèce, c'est aussi une spéculation infernale. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les pays où les capitaux sont entrés comme d'une avalanche, ça a créé une fantastique spéculation sur les actifs non produits. Ça Donc, il y a une production immobilière en particulier invraisemblable en Espagne. Résultat, ça a évidemment fait de l'inflation, et par excès de demande qui était lié à ça. L'inflation, donc hausse des salaires et inflation, notamment dans la construction, mais c'est une inflation, pour le coup, c'est une inflation. C'est-à-dire qu'il y a eu hausse des salaires sans hausse de la productivité. Donc, détérioration massive de la compétitivité, et donc divergence des économies. C'est-à-dire que la promesse d'une convergence des économies grâce à l'existence de l'euro s'est traduite du fait du fonctionnement de la finance, qui est toujours un fonctionnement qui va à l'excès lorsqu'elle est libérée et lorsqu'elle n'a pas de contraintes. Eh bien, ça a entraîné une divergence des économies, et ça, c'est évidemment la déficience structurelle la plus importante. Vous la voyez ici. Là, vous avez l'évolution des compétitivités. Ce que vous voyez, c'est que... Voilà, peut-être pour utiliser ça. Ah, merde, il est encore faut-il que je ne fasse pas des bêtises en même temps, hein, moi. Là, je suis allé vraiment trop loin. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que je puisse faire que... Voilà. Donc là, vous avez l'Allemagne. Vous voyez l'effort de l'Allemagne. L'Allemagne avait fait sa unification dans les années 90. Elle fait un effort de baisse des coûts formidable. Donc, l'Allemagne fait baisser pendant les années 2000 et surtout ce qu'on appelle la période Schröder, et donc des lois, si vous voulez, très contraignantes sur les salaires, alors que les autres pays, vous voyez l'augmentation des salariaux. Donc en 2000, pour prendre le moment de la crise en 2007, vous avez une hausse, par exemple, en Espagne des coûts salariaux, en Grèce et en Irlande, qui est 40% au-dessus des coûts allemands. En conséquence, c'était évident que, alors que l'Allemagne avait déjà un avantage de compétitivité structurelle, c'était le pays, évidemment, comme vous le savez, dans lequel l'industrie est la plus avancée. Résultat, c'est quoi? Quand vous avez une telle divergence de compétitivité, eh bien, vous avez une formidable divergence de balance des paiements, et donc vous avez un pays excédentaire, on n'a pas mis tous les pays là, mais disons le bloc germanique est excédentaire. Le bloc germanique est constitué de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Finlande. Ce bloc-là est excédentaire. Là, on a mis l'Allemagne, si vous voulez. Donc, voyez. Donc, la balance courante qui exprime le solde net des entrées et des sorties de valeur. La balance courante monte en Allemagne. La contrepartie de la balance courante, c'est forcément l'endettement d'un pays qui est déficitaire et les prêts d'un pays qui est excédentaire, forcément. Hein. Vous êtes en comptabilité, s'il y a une balance courante qui n'est pas nulle, il faut qu'elle soit financée. Sinon, elle n'aurait pas été nulle, hein, et il serait passé autre chose. Mais dès lors que la balance courante est comme ça veut dire que les capitaux allemands ont dû sans arrêt continuer à s'exporter vers les pays qui creusaient des déficits formidables. Hein. Ça, c'est en pourcent du PIB, ces déficits. Vous vous rendez compte que vous avez eu, vous avez ici le Portugal, l'Espagne, vous avez la Grèce, vous descendez en dessous de 10% du PIB, 10% de toute la production de la valeur est un déficit. Il est clair que dans de tels
qui est donc la conséquence des enchaînements vicieux dont je vous ai parlé. Vous voyez que c'est un processus endogène, ce n'est pas un hasard si c'est produit. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'évidemment, à un moment donné, les créanciers prennent peur et les créanciers ne veulent plus continuer à financer indéfiniment, puisqu'on ne sait pas quand ça va se redresser, quand vous voyez un processus comme ça. Mais regardez quand même, la France, elle n'a pas creusé comme ça, mais le danger de la France, on en parle sans arrêt aujourd'hui. Regardez la France, elle est là, hein, c'est celle-ci. Ce qui est inquiétant de la France, c'est qu'il n'y a aucune espèce de redressement. La balance courante glisse sans arrêt vers le déficit et sans aucun redressement, y compris à la fin, quoi. C'est-à-dire que les données vont ici jusqu'à fin 2011. Pareil pour l'Italie. Donc, vous avez des pays dans lesquels le processus disons, de bulle énorme s'est produit, et donc qui ont creusé des déficits gigantesques, mais qui commencent dans une douleur extrême, par l'austérité énorme qu'on leur impose, ils commencent à redresser leur balance courante, et vous avez la France et l'Italie qui glissent sans arrêt vers des déficits de plus en plus importants. Et donc la perte de compétitivité est fortement structurelle. Donc l'Europe, les problèmes de l'Europe sont antagoniques, c'est ça la difficulté, parce que vous avez des pays qui sont sans arrêt excédentaires, d'autres sans arrêt déficitaires, alors que vous n'avez pas créé un mécanisme de solidarité organique qui permet de financer automatiquement les uns par les autres. Donc ou bien on est capable de redresser cette situation, et c'est un problème d'industrie, c'est un problème de retour de la compétitivité, ou bien il faut créer une union de transfert, et l'Allemagne ne veut absolument pas d'union de transfert, et donc vous voyez les problèmes profonds qui sont derrière la crise. Du fait de cette hétérogénéité des pays, une union monétaire qui n'a pas d'entité politique permettant d'organiser les transferts de valeur ne peut pas fonctionner avec une divergence systématique dans ces balances de paiement, parce que ça crée des positions créancières et des positions débitrices qui deviennent intenables. Et c'est ça qui s'est passé. Et donc, je vais aller plus vite maintenant, mais quand même, il faut comprendre pourquoi la crise, quand je vous ai parlé de spéculation, il est clair que les problèmes venaient du secteur privé. Ce n'est pas du tout le secteur public qui a mis l'Europe dans ces difficultés-là, c'est évidemment le secteur privé. Mais quand la crise est venue, comme vous le savez, mais c'est la crise donc américaine faisant retour sur l'Europe, eh bien, cette crise a entraîné évidemment que le système bancaire a été près de tomber complètement, et que les États ont dû prendre en charge les difficultés du système bancaire. Et donc, il y a eu cette montée énorme des déficits publics, et je vais y venir, et après, évidemment, le problème de l'austérité qui va avec. Alors, je vais y venir, regardez ça. Ça, c'est tout à fait intéressant. Vous avez ici la variation de l'endettement. Vous avez des pourcentages de croissance, en quelque sorte, sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est des pourcentages de croissance de la dette de l'année 2007 par rapport à l'année 2006. Hein. C'est la dette en pourcent du PIB. Oui, l'Irlande, c'est invraisemblable. Dans l'année 2007, la croissance du crédit a dépassé 25%, a été d'environ 27% en une seule année. Et vous voyez que tous les pays, sauf le Japon, parce que le Japon était déjà en récession, il était déjà dans une situation de crise avant, mais tous les pays ont d'énormes augmentations, c'est ça la grande spéculation. Vous avez une montée invraisemblable de l'endettement pendant les années 2000 qui s'accélère année après année, au lieu de s'ajuster, et c'est là qu'on voit bien à quel point les marchés ne sont pas efficients. Hein. Ça s'accélère systématiquement, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la composition. Ménage, c'est le bleu, entreprise, c'est le rouge, secteur public, c'est le jaune. Vous voyez que vous avez très peu d'endettement public par rapport à l'endettement privé. En Espagne, c'est le contraire. L'État fait des excédents, puisque vous avez l'endettement public en négatif. Et c'est l'endettement privé. Alors l'Espagne aussi, c'est incroyable. 28% de hausse du crédit dans l'année 2007 par rapport à 2006. Et vous voyez les entreprises, c'est-à-dire les promoteurs immobiliers, hein, qui s'engraissent de dettes de manière vraisemblable, et les ménages. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? 2009 par rapport à 2008, vous voyez que c'est tout le contraire. Il n'y a plus que du jaune.
Donc il est clair que c'est l'État prend en charge les dettes privées. Hein. Là au moins vous avez, si vous voulez, deux graphiques qui sont, si vous voulez, absolument éloquents. Et vous voyez qu'un peu partout, les dettes privées commencent à baisser. Mais vous voyez, ce qui est inquiétant, c'est que États-Unis, Japon, en Royaume-Uni, les dettes privées, en effet, commencent à baisser tout de suite après la crise de 2008, alors qu'en Europe, les dettes privées ne baissent pas, ou très peu. Ce que vous voyez ici, et évidemment, ça vient de nos difficultés de gestion, comme je vous l'ai montré, de la crise. Regardez ce qui se passe. Là, vous avez le niveau de dette en 2008 et en 2011. Donc, fin 2011. Hein, c'est donc les dernières données d'ensemble que l'on peut avoir. Eh bien, ce que vous voyez, c'est quand même, regardez États-Unis et zone euro, puisque là, on a pris zone euro dans son ensemble. Ménage, réduction de dette. La crise fait réduire les dettes parce qu'il y a une politique de recapitalisation des banques, parce qu'il y a obligés d'abandonner leur logement et les dettes sont annulées, etc. Ça se fait dans la douleur, mais il y a réduction des dettes. Quand vous êtes atteint au sommet d'une crise, il faut absolument réduire les dettes. C'est ça la grosse difficulté. Donc, en combien de temps on arrive à réduire les dettes? Ce qu'on appelle le deleveraging en anglais, le désendettement. Et c'est ça qui fait les récessions qui peuvent durer longtemps dans les crises financières. C'est très long à réduire des dettes. Mais regardez la zone euro. La dette continue à monter des ménages. En pleine crise, la dette continue à monter. On n'a pas réussi le minimum de début du désendettement du secteur privé. Regardez la dette d'entreprise, elle ne baisse pas beaucoup, mais elle n'était pas énorme aux États-Unis. La dette des entreprises n'augmente pas beaucoup, mais elle ne baisse pas. Et là, vous avez évidemment le secteur. Alors, dans le secteur public, et le point intéressant, c'est là. Secteur financier. Aux États-Unis, vous avez en effet recapitalisation des banques, vous avez un processus de gestion de la crise financière qui réduit la dette du secteur financier, qui est évidemment la plus dangereuse. Au contraire, en zone euro, vous voyez une augmentation depuis le début de la crise de la dette du secteur financier, et évidemment, ça entraîne des difficultés sur le secteur public qui sont très importantes en zone euro. Mais vous voyez le point important. On a des grosses difficultés en zone euro sur le secteur public, alors que l'on veut réduire la dette en même temps, mais que le secteur privé ne peut pas nous soutenir l'économie, d'où le processus de marasme, de stagnation et de chômage que nous avons. Les Américains n'ont pas joué le même jeu. Les Américains cherchent à tout prix à remettre le secteur privé en état de fonctionner en réduisant sa dette, avant de s'occuper du secteur public, et c'est pour ça que vous avez aux États-Unis une très forte hausse de la dette publique. Deux gestions complètement différentes, et les conséquences de cette gestion, vous les trouvez ici. Là, vous avez des taux d'intérêt sur les dettes publiques, taux d'intérêt sur les titres à 10 ans. Titres à 10 ans, c'est vraiment le cœur du système financier, quoi. Hein, les obligations d'État pour financer la dette publique. Donc, le coût de ces obligations, c'est évidemment essentiel. Si vous avez un pays dans lequel, qui est endetté, l'État est endetté, et où les taux d'intérêt sont hauts, vous avez un phénomène de boule de neige. C'est exactement comme une boule de neige qui descend une pente, elle grossit au fur et à mesure où elle descend la pente, parce que les intérêts vont plus vite que les recettes de l'État, et la dette ne fait que grossir. Donc, être capable, et c'est ça le rôle de la Banque centrale dont je vous ai parlé tout à l'heure, mettre la dette hors marché, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Eh bien, ce que fait la Banque centrale américaine, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle était capable de, à chaque fois que la dette remontait, donc vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les fameuses politiques d'inondation de liquidités par la Banque centrale, à chaque fois que le taux d'intérêt est trop haut, elle le fait baisser. C'est-à-dire, à l'automne 2008, avec la crise de Lehman Brothers. Puis il y a une reprise de croissance, le taux d'intérêt remonte, vous voyez? Il remonte, vous prenez cette courbe mauve là. Et là, vous avez quoi? Eh bien, c'est une période où la croissance s'essouffle. La Fed refait un deuxième coup, ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire une politique hyper expansive de gestion de la liquidité. Et vous voyez que ça marche. Le taux d'intérêt rebaisse fortement. Et de la même chose, c'est ça la grosse difficulté d'un processus de cycle de crise financière. On croit que l'économie est repartie et puis il y a une rechute. Ce n'est pas comme une récession ordinaire, une récession standard, si vous voulez, d'un cycle conjoncturel ordinaire. Et cette rechute amène la Fed de faire une troisième opération. Mais le résultat, au bout du compte,
c'est que le taux d'intérêt aux États-Unis sur les titres 10 ans est de 2% pratiquement, ce qui veut dire que le coût de la dette est faible, et donc ils peuvent se permettre de gagner du temps et puis d'essayer de faire marcher le secteur privé, alors que nous, vous voyez ce qui s'est passé depuis 2010, c'est très clair, depuis la crise qui commence de la Grèce, vous avez une montée du taux d'intérêt jusqu'à 5%. Alors il est clair que quand vous avez un pays dont la croissance est d'environ 2%, États-Unis, avec un taux d'intérêt qui est plus élevé que le taux de croissance, alors que quand vous avez une zone qui est à 0% de croissance et 5% de taux d'intérêt en moyenne, il est clair que ce n'est pas gérable. Et donc, l'échec total de la gestion de la crise par la zone euro, vous voyez, se trouve dans les deux tableaux que je vous ai montrés, celui du niveau de la dette et celui du coût de la dette. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur l'aspect, si vous voulez, économique de la chose et financier, c'est-à-dire l'extrême danger dans lequel nous sommes. Ce que nous avons, c'est que par moment, vous avez un retour de baisse de la dette, mais pour des raisons qui tiennent quand même uniquement à des anticipations. En effet, le coût de la dette en Italie et en Espagne a rebaissé depuis le mois de septembre, mais uniquement parce que Mario Draghi a dit je ferai tout ce qu'il faut pour éviter que la zone euro éclate. Les gens l'ont cru, ça a refait baisser les taux d'intérêt, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout récemment, je ne sais pas si vous en avez vu, la crise bancaire, c'est un peu comme un petit coup sous-jacente. La crise bancaire est en train de repartir extrêmement forte. On a cru, pendant très longtemps, c'était les banques espagnoles, évidemment, qui étaient en difficulté, du fait de l'énorme endettement qu'elles ont fait pendant la vague spéculative. Mais les banques italiennes, aujourd'hui, sont dans une situation catastrophique. Que ce soit la banque, la Monte dei Paschi de Sienne, la banque de Sienne, que ce soit Intesa, que ce soit la San Paolo di Torino, c'est-à-dire les très grandes banques italiennes, ont des dettes insolvables qui ont été cachées par une politique, si vous voulez, d'autruche qu'ont fait les gouvernements, qui ont cherché beaucoup plus si vous voulez, à cajoler leur système bancaire qu'à prendre le taureau par les cornes et à faire la résolution de la crise bancaire. Le fait est, c'est qu'on traîne ça et vous allez avoir un retour de crise bancaire et c'est ça qui est en train de faire retourner les bourses alors qu'elles avaient remonté depuis quelque temps. Alors, donc, on est dans une nouvelle phase de la crise, mais c'est comme un feu qui couve et qui repart, comme un incendie qui couve et qui repart, parce qu'il n'a jamais été traité de manière voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, la question de fond, c'est pourquoi, si vous voulez, ceci se produit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, je vais passer rapidement là-dessus. La Banque centrale a fait son travail. Elle ne peut pas faire plus qu'elle fait. La Banque centrale ne peut pas résoudre les problèmes structurels. La Banque centrale peut faire ce que je vous ai dit, mettre hors marché la dette publique. Elle ne le peut pas en Europe pour les raisons qu'on a dit. Elle s'est contentée, mais elle l'a fait, d'éviter que le système bancaire n'explose. Et donc, elle l'a fait en gérant de la liquidité. Donc là, je vous donne un certain nombre de choses qu'elle a faites. Elle a fait énormément, la Banque centrale, pour éviter que la crise se traduise par l'éclatement de zone. Mais les gouvernements sont incapables de gérer la crise. Donc, c'est ça le point de fond maintenant au niveau politique. Les gouvernements sont incapables de gérer la crise parce que la concertation intergouvernementale ne permet pas de réaliser les décisions radicales qui sont nécessaires. Pour quelle raison? C'est que les gouvernements, comme je vous ai dit, sont opposés, les créanciers contre les débiteurs, et que les gouvernements, dans une concertation intergouvernementale, ils ne font pas autre chose que représenter leur propre intérêt. Personne ne peut définir l'intérêt commun. Il n'y a pas d'intérêt commun dans le processus de concertation intergouvernementale. Résultat, on ne fait que ce que je vous ai dit au début, gérer au bord de l'abîme, résoudre les conflits qui arrivent au moment où ils risquent d'exploser, et puis on va d'étape à étape comme ça, mais on va sur des étapes où on approfondit la difficulté et non pas où on les résout. C'est ça l'énorme problème. Et donc, se pose le problème de fond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Il s'est passé ce qui est dans les deux bullet points du bas, c'est que le sommet de juin a annoncé encore une fois des promesses. Promesses que la zone euro n'éclaterait pas et qu'on fera absolument tout pour la tenir. Et une seule piste pour l'instant, mais une piste, c'est l'union bancaire. C'est-à-dire que l'Europe prendrait en charge
les banques à la place des gouvernements. Et donc, on commencerait à créer une entité fédérale qui permettrait que le système bancaire soit enfin unifié. On a pensé à ça, mais on n'est pas allé beaucoup plus loin. On a quand même créé l'institution qui serait l'institution de résolution de la crise bancaire, le mécanisme européen de stabilité, qui devrait être opérationnel, si vous voulez, au milieu de cette année. Et surtout, la BCE a annoncé cette fois qu'elle allait faire un programme qui était un programme d'achat de titres publics sans limite. C'est exactement ce que font les autres banques centrales. Mais tout de suite, vous avez une restriction. Elle ne peut le faire que si, finalement, le Bundestag est d'accord. C'est-à-dire que si les pays demandent une aide à l'Europe, et que, évidemment, cette aide, elle dépend essentiellement de l'assentiment de l'Allemagne. Car qui payera, si vous voulez, dans le cas où cette aide demanderait, évidemment, une contribution financière pour ces pays en difficulté, eh bien, si un risque se produit pour la Banque centrale, ça sera, évidemment, le pays qui détient les ressources financières, donc l'Allemagne. Et donc, vous voyez qu'on n'est vraiment pas du tout dans la situation dont je vous ai parlé tout début. Ce qui se passe dans un État national, la Banque centrale décide d'elle-même de manière illimitée à acheter. Elle a, si vous voulez, l'autorité suffisante qui lui a été déléguée par le souverain pour faire cela. On n'a pas ça en Europe, et par conséquent, même le programme de Draghi n'est pas du tout sûr, on n'en a encore pas. On ne sait pas s'il aura jamais lieu. On ne sait pas s'il aura jamais lieu. D'abord parce que l'Espagne, évidemment, le gouvernement espagnol ne veut pas se mettre dans la situation du gouvernement grec, c'est-à-dire de demander l'aide de l'Europe. Ces aides sont extrêmement contraignantes et intrusives. Ou bien l'Allemagne n'acceptera pas. Si l'Allemagne n'accepte pas, la Banque centrale ne peut pas le faire. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, et pourquoi? C'est parce que la concertation intergouvernementale ne peut pas par rapport aux problèmes structurels que j'ai essayé de vous définir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, je vais terminer là-dessus sur une dizaine de minutes. Oui. Donc, cette question d'union politique. Cette question d'union politique, donc c'est clair ce qu'il faut faire. Faire de l'euro une monnaie complète. Hein? On a vu que le problème de fond, c'est que l'euro est une monnaie incomplète, qu'elle est étrangère aux États. Il faut qu'elle devienne la monnaie de l'Europe. Mais pour devenir la monnaie de l'Europe, il faut des institutions fédérales qui soient au niveau de la zone de la Banque centrale, qui, elle, est une institution fédérale, mais dans sa solitude. Et donc, que faire? Alors, le rapport Van Rompuy, qui a été demandé par le Conseil du 29 juin 2012, annonce une feuille de route, en effet. Et cette feuille de route, c'est bien à faire une coordination budgétaire au niveau européen, et donc une seule politique économique par concertation, mais aussi par des institutions pour ça. Vous ne pouvez pas faire uniquement par concertation intergouvernementale. Il faut une légitimité à une politique commune. Pas de politique commune sans un pouvoir politique qui la met en route. Et en l'espèce, si c'est une politique budgétaire, ça veut dire un trésor au niveau de l'Europe, donc un ministre des Finances pour l'Europe, la zone euro. Mais attention, une entité politique exécutive doit nécessairement, dans un univers démocratique, être légitimée par une assemblée du peuple. C'est-à-dire que le Parlement doit devenir un vrai Parlement. Donc, on ne peut pas sortir de ça. Et quand Van Rompuy dit « il nous faut à long terme, au-delà de 5 ans, si vous prenez le dernier bullet point, un budget autonome de la zone euro pour stabiliser les économies, être capable d'émettre des eurobonds communs, donc véritablement de souder à la fois le système financier et les budgets », en effet, il y a un problème d'une représentation de l'euro d'un point de vue politique, donc d'institution pour ça. Et donc, ce que moi je propose dans le livre que je vais sortir au mois de mars, là, c'est qu'il faut, pour cette transition dont parle le rapport Van Rompuy, il faut une institution intermédiaire qui soit capable de préparer la constitution d'un exécutif politique européen au niveau économique, un exécutif politique de la zone euro, si vous voulez, au niveau économique. Et lorsqu'on a fait l'union monétaire,
Maastricht, c'est 92. 91, si vous voulez, validé par les parlements en 92. L'euro, c'est 1er juillet 99. Pendant ces 7 ans, on n'a rien fait? Non, on a fait beaucoup. Mais on a créé une institution intermédiaire qui s'appelait l'Institut monétaire européen et qui a préparé les statuts de la Banque centrale et qui a aussi commencé à faire en sorte que les politiques monétaires des pays soient remises, si vous voulez, redeviennent cohérentes. Et en particulier, la Banque de France est devenue indépendante sous la tutelle, d'une certaine manière, de cet Institut monétaire européen. Ce que je pense, c'est qu'il faut créer aujourd'hui un institut budgétaire qui soit une instance intermédiaire, car ce n'est pas à la Commission, qui n'est pas du tout une instance, si vous voulez, fédérale. La Commission est une instance faible, en réalité. Il faut que ça soit déjà une instance qui anticipe ce que sera le nouveau ministère des Finances commun, quoi. Le nouveau Trésor commun, qui prépare la réforme. Et cette instance devrait être, à mon avis, composée de membres des différents trésors des pays participants à ce projet, et aussi des membres des commissions des finances des différents parlements, de façon à ce que ce soit déjà une pensée commune de l'Europe qui se manifeste dans l'Institut budgétaire européen. Donc, vous voyez, il y a une transition possible. D'autre part, quel est le problème que va poser l'existence d'un Parlement qui soit capable de lever l'impôt, en vérité, pour la zone euro, de façon à légitimer des décisions d'un trésor européen? Il y aura forcément à ce moment-là un impôt qui se manifestera au niveau européen. Eh bien, ce n'est pas si compliqué que ça sur le plan juridique, d'après ce que disent les juristes. On ne va pas créer un deuxième Parlement. Il faut que dans le Parlement européen, on crée une commission parlementaire économique, c'est-à-dire les décisions qui concernent la zone euro soient prises par les dirigeants, les parlementaires de la zone euro seulement, pour ces décisions-là, les autres parlementaires des autres pays étant uniquement, si vous voulez, des observateurs lorsque des problèmes concernant la gestion de la zone euro auraient lieu. Donc, le point important, c'est que le Parlement devienne un vrai Parlement. Et ensuite, à l'intérieur de ce Parlement, une formation réduite se préoccupe des problèmes qui sont spécifiques à la zone euro. Ceci n'est pas une difficulté fondamentale. Et puis la représentation de la zone euro comme un tout, en effet, dans les organes qui concernent la monnaie et qui concernent l'économie, c'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale, essentiellement, si vous voulez, l'OCDE, mais l'OCDE n'est pas un organisme qui soit un organisme de décision et qui ait un pouvoir financier. Alors, allons plus loin maintenant pour comprendre cela, et donc il faut que j'avance. C'est la question suivante. Quels sont les fondements? Il faut passer maintenant à la théorie politique. On n'est plus dans la théorie économique, on est dans la théorie politique. Qu'est-ce qui fait que des institutions sont légitimes d'un point de vue démocratique? C'est qu'elles proviennent d'un droit qui a été institué par les citoyens. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est quelque chose de paradoxal d'une certaine manière. C'est en effet un univers dans lequel le droit est communément accepté par les citoyens, ce qu'on appelle l'état de droit. Mais le droit, il n'est pas validé par rien de transcendant, ce n'est pas Dieu qui décide, qui dit que ce qu'est le droit, ce qui est le cas évidemment des États théocratiques, ce qui est encore le cas des États islamiques, théocratiques. Non, le droit est lui-même produit par ceux qui vont obéir au droit. C'est ce qu'on appelle une autotranscendance. Un processus en quelque sorte circulaire, c'est ça la démocratie, c'est très curieux, mais c'est bien ça. Et en conséquence, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des citoyens de l'Europe qui engendrent le droit. Et donc, ça veut dire que, si vous voulez, il faut que, évidemment, les élections parlementaires du Parlement européen soient faites de manière unique partout, et pas comme elles le sont aujourd'hui. Il y a des élections avec certaines règles dans un pays, d'autres dans d'autres, etc. Et puis il y a un patchwork qu'on appelle Parlement européen. Mais évidemment, il n'a pas de capacité de légitimatrice. Donc ça veut dire qu'en effet, il faut qu'un droit européen soit engendré par un processus politique
politique qui est d'un débat civique européen et un débat et en même temps une élection avec des partis européens qui pensent Europe, quoi. Il faut que le débat pense Europe et pense intérêt commun pour que se détache un droit, s'institue un droit qui devienne un droit qui devient constitutionnel et supérieur aux droits nationaux dans les domaines que j'ai considérés. Et voilà le processus essentiel qu'il faut arriver à faire si on veut arriver à ce genre de choses. Voilà, donc c'était ce qu'il y a. Là, vous verrez quand vous aurez les slides, puisque je vais évidemment les laisser, vous pourrez les mettre sur le site. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Union bancaire va être un des piliers de cette Europe dès lors que le processus politique est constitué, et union budgétaire, c'est l'autre, c'est-à-dire qu'il faut arriver à ce qu'une entité libère transitoirement institut budgétaire, puis ensuite le Trésor européen, lorsque la fédéralisation aura été faite, eh bien, soit capable de, évidemment, créer une coordination très puissante des budgets qui est hors, évidemment, des possibilités de la concertation intergouvernementale. Vous voyez, le passage par une légitimité de type européen est indispensable pour revenir ensuite à des formes de coordination qui sont efficaces pour sortir de la crise. Donc, je termine sur cet aspect-là. Le pacte de croissance. Le pacte de croissance veut dire la chose suivante. C'est que la légitimation en question suppose, une appartenance commune, un désir de vivre ensemble, des citoyens derrière ça. Ce qui est dans les nations, qu'est-ce qui finalement fait qu'on accepte de vivre démocratiquement ensemble, d'accepter des lois, de voter des lois, etc. C'est qu'il y a une caractéristique éthique beaucoup plus fondamentale qui est derrière, mais qui est implicite, qui est que nous acceptons de vivre ensemble. Nous acceptons l'autre comme faisant partie de la même entité que nous. Et c'est ça sinon, si cette solidarité civique n'existe pas, eh bien, l'État se délite finalement. Il se délite parce que la participation politique se détériore, etc. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Quand on dit qu'aux élections, il y a de moins en moins de monde qui vote, on est dans une période de délitement. Parce que cette idée même, au niveau national, de conscience d'appartenir à la même entité collective est du fait des discriminations, du fait de l'éclatement économique et social, du fait des écarts d'inégalité qui existent aujourd'hui, le sens même de l'appartenance au niveau des nations, si vous voulez, est en difficulté. Mais vous voyez, le point important, c'est ça, c'est que pour qu'ils redeviennent forts au niveau des nations, il faut que le problème des relations entre les nations soit résolu. Elle ne peut être qu'au niveau européen, et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux politiques aujourd'hui, c'est que pour pouvoir renforcer les États, il faut créer les institutions dont je viens de parler au niveau de l'Europe. Ça ne mettra pas les États, si vous voulez, ça n'affaiblira pas les États, ça les renforcera. Car ce sont ces deux niveaux imbriqués qui feront une double identité des citoyens, à la fois nationale et européenne. Et donc, mais il faut un contenu à ça. C'est-à-dire qu'il faut que les problèmes de la vie des gens puissent être résolus pour qu'un sentiment d'appartenance revienne. D'où l'idée qu'il faut un pacte de croissance, en fait. C'est un régime de croissance en Europe nouveau. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est, et là vous voyez les choses progressivement, avec douleur, que le gouvernement en France essaye de manière tâtonnante, avec cette idée de créer, si vous voulez, une relation sociale entre et capital qui soit une relation apaisée, où on essaye de faire entrer dans un pays où le conflit a toujours vécu et toujours dominé une certaine solidarité, une certaine, si vous voulez, espace de négociation positive, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Car ce qu'on montre fondamentalement, c'est que pour être productif, pour être compétitif, il faut être coopératif. C'est-à-dire, et c'est d'abord le niveau des entreprises. Il faut être au niveau des entreprises de mettre en commun des compétences collectives. Il faut donc que l'innovation est liée à ça, que les salariés participent véritablement au but de l'entreprise. Ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Scandinavie, ce qui ne se passe pas dans les autres pays d'Europe.
Donc, premier élément important. Deuxième élément important, il faut que ce rôle montant des salariés, c'est ça le nouveau pacte. Ce rôle montant des salariés ait lieu aussi au niveau des décisions stratégiques des entreprises. Donc, comme en Allemagne, il faudrait que la participation des salariés soit pleine et entière en tant qu'administrateurs dans le cadre des conseils des administrations des entreprises. C'est donc le passage d'une gouvernance de type actionnarial qui aujourd'hui domine totalement les entreprises françaises, surtout avec l'arrivée énorme du capital anglo-saxon depuis 1995, à une gouvernance partenariale. Si les pays scandinaves réussissent, si l'Allemagne réussit, c'est que pour l'essentiel, ils sont dans le cadre d'une gouvernance partenariale. C'est-à-dire qu'il peut voir le long terme et qui peut, si vous voulez, organiser l'innovation. Donc, il faut ça. Il faut de développer massivement l'innovation. Donc, ça veut dire que l'État doit être présent essentiellement dans des efforts énormes d'éducation et de recherche. Donc, il y a des choix considérables. Ce que les Suédois ont fait après leur crise des années 1991-92, il y a eu une transformation extrêmement profonde du budget, réduction des dépenses courantes, en particulier réduction des transferts sociaux, mais investissement massif en éducation, en recherche, en formation, avec ce qu'on a appelé la flexisécurité, qui permet d'adhérer à un processus de recherche d'une croissance future. Et quel est le contenu de cette croissance? Et je termine évidemment là-dessus. C'est, à mon avis, le développement durable. Sur quoi l'Europe pourrait-elle reprendre le leadership au niveau mondial en termes d'innovation? Ce domaine qui va être le domaine, si vous voulez, qui va organiser dans les décennies qui viennent le régime de croissance, c'est-à-dire la croissance soutenable de type environnemental, qui va être le futur du régime de croissance. Toute l'organisation de l'innovation va tourner autour de la santé et va tourner du fait du vieillissement et va tourner autour de l'environnement. Donc il faut être capable d'être les leaders de l'environnement. Être capable d'être les leaders de l'environnement est une chose possible à condition de recréer en Europe une politique industrielle et que cette politique industrielle soit fondée sur une modification du système des prix de façon à rendre rentables aujourd'hui des techniques qui ne le sont pas. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est les techniques polluantes qui sont de plus en plus rentables par rapport aux techniques qui sont indispensables si la vie humaine veut continuer dans un siècle. Et là, il y a de l'éthique, en effet, puisque là, il y a une vision du long terme. Il est clair que ce n'est pas des politiciens qui sont, si vous voulez, concernés uniquement par ce qui va se passer dans 4 ou 5 ans dans leur réélection, qui peuvent avoir l'horizon qui est nécessaire pour dire le changement climatique est la grande menace de l'humanité et le changement climatique impose dès aujourd'hui des investissements très importants. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. C'est les investissements les plus polluants qui sont aujourd'hui en train d'exploser, c'est-à-dire le gaz de schiste. Mais pourquoi le gaz de schiste est rentable? Il est rentable parce que tous les coûts externes ne sont pas comptés. C'est-à-dire les extraordinaires pollutions de l'eau que ça entraîne, le processus de destruction des terres agricoles, donc le problème futur de l'eau et les problèmes futurs de rareté des produits agricoles ne sont pas comptabilisés. Et en conséquence, c'est l'échec du marché, fondamentalement. C'est de ne pas pouvoir prendre en compte les externalités. Seule une politique industrielle redonnant un prix au carbone suffisamment élevé de modifier profondément la perception de ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas, et qui permettrait, évidemment, de lancer le processus d'innovation en rapport avec les transformations sociales dont je vous ai parlé. Voilà l'objectif. Voilà les idées essentielles, le lien qu'il y a entre les transformations politiques et puis la modification même, disons, le nouveau paradigme de la croissance. Il faut vraiment changer le paradigme de la croissance, si on veut vraiment en sortir. Et le lien entre les deux, c'est ce contrat social, c'est-à-dire cette participation de tous, à la fois au plan de la légitimité politique et au plan de
gouvernance des entreprises de façon à modifier profondément les choix collectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Alietta, pour cette présentation à la fois analytique et synthétique. Alors, une première remarque, enfin très rapidement, parce que je ne veux pas accaparer du temps de parole, puisque pour vous situer à peu près le temps de parole dont on dispose, on a à peu près 20 minutes. Donc volontairement, les deux étudiants se limiteront chacun à une question. On est d'accord ? Voilà, quand même une petite remarque, c'est-à-dire que sur le plan de la mécanique... Sur le plan de la mécanique économique, on comprend très bien, votre analyse, mais c'est l'étape politique qui est probablement moins évidente. C'est-à-dire l'abandon de souveraineté nationale, ce qui est constaté souvent dans les élections, en période de crise, c'est plutôt le repli sur soi. Et donc là, il y a quand même une difficulté probablement à surmonter. Je donne la parole tout de suite à Nashouat pour cette question, ou Axel, à vous de voir. Je vais commencer alors. Donc, ma question serait plutôt à propos de la moralisation du capitalisme tel qu'on le peut entendre aujourd'hui. Au vu de la situation actuelle dans de nombreux pays européens, même les grandes institutions constatent qu'il y a eu des erreurs dans les politiques qui ont été assénées sur les pays. Par exemple, même la Troïka commence à remettre en cause les politiques qu'elle a mises en place en Grèce. Donc c'était peut-être pas les meilleures politiques ou qu'elles ont été faites de manière trop forte. Et cela ouvre à nouveau la voie à toutes les idées qu'on a pu entendre de moralisation ou de changement du capitalisme sous la forme qu'il pouvait avoir. Et dans le contexte de développement durable dont vous nous avez parlé durant votre conférence, est-ce que justement cette idée de moralisation, de tenter en tout cas de moraliser le capitalisme comme on a pu l'annoncer dans les dernières années, ça pourrait être une idée pour essayer de faire évoluer la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Bon, alors non, mais sur le premier point, donc j'ai essayé de faire. Il faut arriver à faire comprendre. C'est un enjeu intellectuel que j'ai essayé de faire, mais c'est pas si évident, oui. C'est qu'il n'y a pas abandon de souveraineté. Il y a, disons, en un sens un peu souple, partage de souveraineté. En réalité, enchevêtrement de deux niveaux de souveraineté. C'est-à-dire celui qui concerne le niveau fédéral et qui est identifié comme étant le domaine économique, si vous voulez, au sens large, qui est spécifiquement celui de la constitution d'un espace budgétaire commun. Ça va au-delà de la coordination. Hein. En effet, c'est à partir du moment où vous définissez un trésor fédéral, vous définissez un espace budgétaire commun, qui est indispensable pour que l'euro devienne une vraie monnaie. Donc c'est une question de fond. Et puis le niveau national qui conserve sa souveraineté. Vous voyez, ce n'est pas du tout les États-Unis d'Europe. Dans les États-Unis, le pouvoir de la violence, le monopole de la violence légitime est au niveau fédéral. Il y a une seule armée. Ce ne serait pas le cas dans ce que je dis. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer fédération d'État et État fédéral. Et il faut bien dire que c'est ce qui permettra aux nations de se renforcer. C'est toute la question. Les nations européennes ne pourront se renforcer que si le niveau fédéral est constitué comme, disons, une force de décision politique autonome à ce niveau-là, qui est celui de la monnaie. Voilà, je veux dire, il faut arriver à comprendre cette notion de hiérarchie enchevêtrée, de souveraineté enchevêtrée, qui, évidemment, est une innovation qui n'a jamais été faite nulle part dans le monde. Il existait des souverainetés avec différents niveaux hiérarchiques. Les empires sont construits comme ça. Mais vous avez un niveau
Par exemple, l'Empire ottoman, il y a le niveau, si vous voulez, de l'Empire total, et puis il y avait une très très forte autonomie de chacun, les satrapies, etc. Je veux dire, de la même manière, dans l'Empire chinois, vous aviez une entité, si vous voulez, monolithique en haut, mais vous avez une très grande décentralisation. Donc, c'est les nations qui sont avec cette notion de souveraineté unitaire monolithique. Ça vient du XVIIIe siècle, c'est clair. Et il faut dépasser, en effet, de cette manière-là, les idées des Lumières du XVIIIe siècle sur la notion même de la souveraineté. C'est en effet un enjeu important, mais c'est un enjeu qui est vital. Hein. Ce n'est pas simplement un enjeu. Alors, vital pourquoi? Parce que sinon, l'Europe périclite elle deviendra ce qu'elle est au niveau géographique, c'est-à-dire un appendice de l'Asie, hein, et rien de plus. C'est-à-dire que l'Europe ne peut exister dans l'espace des grandes puissances continentales du XXIe siècle, et par rapport à la réponse aux problèmes de biens publics globaux, comme je vous ai dit, ce qui est par exemple le climat et la biodiversité, la rareté des ressources, ces problèmes-là supposent des espaces suffisamment larges de décision. L'autre élément, le capitalisme ne moralise pas directement. C'est-à-dire que le capitalisme est par nature, c'est pour ça que j'ai compris ça, moi, mais j'ai compris grâce à Braudel, hein, je veux dire, dans toute l'histoire du capitalisme. Le capitalisme est une force qui va et qui n'a aucune capacité de régulation. Autonome, parce qu'il dépasse très largement l'économie de marché, il s'appuie dessus, mais il dépasse très largement, en ce sens que c'est l'accumulation de l'argent pour l'argent, parce que l'accumulation de l'argent pour l'argent donne pouvoir sur autrui, qui est la logique profonde du capitalisme. Donc le capitalisme, la finance exprime son essence, et non pas une excroissance, comment dire, aberrante. C'est son essence. Et la finance va toujours aux extrêmes lorsqu'on lui lâche la bride et qu'elle est laissée à elle-même. Donc c'est la politique qui permettra de moraliser. Et c'est en effet l'union bancaire en particulier, un contrôle à l'échelle nécessaire des puissances capitalistes qui est indispensable. Alors je vous donne l'élément le plus crucial. C'est pour ça que ce problème de loi bancaire est fondamental. C'est que qu'est-ce qui a fait que la finance menace la démocratie? Elle ne menace pas seulement l'efficacité des marchés, elle menace la démocratie. C'est que la condition fondamentale pour que l'économie de marché puisse fonctionner dans le cadre du capitalisme de manière suffisamment efficace, c'est la menace de la faillite. La faillite est le processus régulateur d'une économie de marché. Lorsqu'on a un échec de gouvernance, un échec de décision, un échec dans ces projets, la faillite est ce qui discipline, puisque ça veut dire qu'on a produit ce qui n'était pas une utilité pour la collectivité. Or, le secteur bancaire s'est mis en situation d'échapper à la menace de la faillite. La notion dite de too big to fail, c'est-à-dire le secteur bancaire ayant cette caractéristique qu'il gère la monnaie, et il y a en même temps un secteur privé qui cherche à faire le maximum de profit, et en même temps il gère la monnaie, c'est-à-dire il gère un bien commun. C'est pourquoi le secteur bancaire doit être absolument régulé. Il n'est pas comme les autres secteurs. Or aujourd'hui, les lobbies bancaires ont véritablement préempté l'État depuis les années 90, depuis cette libéralisation financière, et c'est eux qui dictent en fait les règles de gestion de la finance aux États. Et le résultat, c'est qu'on l'a vu dans la crise actuelle, il n'y a eu aucune espèce de sanction sur aucun des dirigeants qui ont failli, sur aucun des dirigeants qui ont fait, si vous voulez, des malversations massives dans le cadre de la gestion des produits dérivés, etc. Et les banques sont encore plus fortes qu'avant puisqu'elles se sont concentrées du fait de la crise. Et cette idée que les banques sont financées par le contribuable, quoi qu'elles fassent, est une pourriture de la démocratie. Et donc, remettre le capitalisme sur ses bases où il peut être de nouveau utile à l'économie, et il l'est parce qu'il a une force dynamique. Il a une force d'innovation, en effet. Eh bien, vous avez évidemment un processus dialectique là. C'est contrôler la finance, c'est indispensable pour qu'elle se remette en place dans l'économie. Ça, c'est un processus politique, ce n'est pas un processus moral. Et il est moralisé parce qu'il sera contraint. Quoi, en quelque sorte. Merci. Najouat, une question? Je voudrais vous poser une question sur la syndicalisation en Europe. Étant donné qu'en 2012, la Confédération européenne des syndicats a appelé
au fondement justement d'un nouveau contrat social. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte ces parties prenantes, sachant que d'un pays à l'autre, les taux de syndicalisation varient et que de plus, ils ne reflètent pas toujours l'opinion des travailleurs des pays en question. Oui, non, mais c'est sûr que ce dont j'ai parlé va au-delà. Les syndicats en fait partie, c'est clair. Si on considère que la gouvernance des entreprises doit devenir partenariale pour pouvoir être orientée vers l'investissement de long terme, qui est indispensable pour relever la croissance, que la participation des salariés est une source de productivité, il faut modifier assez profondément les rapports de force dans les entreprises qui se sont, si vous voulez, établis depuis 30 ans. Et le type de contrat social qu'on avait à l'époque, qu'on dit du Fordisme, c'est-à-dire après la guerre, était essentiellement celui dans lequel les progrès de productivité, les travailleurs laissaient les entreprises libres de développer les progrès de productivité de la manière dont elles le pensaient, si vous voulez, la plus efficace. Et tous les gains de productivité revenaient en hausse des salaires réels. Bon. Et donc on a eu ce pacte. Et ce pacte a permis à la croissance d'être assez importante, très forte, hein, et en même temps l'enrichissement des gens, c'est-à-dire la progression des revenus. Ça s'est écrasé, pas écrasé, mais délité avec la globalisation. Donc il faut construire un pacte social compatible avec la globalisation. C'est-à-dire qui permette aux entreprises européennes de vendre cher le travail européen. Que chaque pays d'Europe doit être capable de pouvoir vendre cher le travail national. Et c'est ça la vraie compétitivité pour un pays développé. C'est se mettre sur des niches de production, ce que font très bien les Allemands. Se mettre en avance de la technologie qui va venir mondiale pour pouvoir vendre cher les produits qu'on vend à l'étranger parce qu'ils seront très fortement demandés. Et ça suppose en effet une vue de la gestion des entreprises qui implique une participation de tous, à la fois dans la formation des qualifications. Les Européens ne pourront maintenir leur niveau de vie à partir de maintenant, remonter les niveaux de vie, que si le niveau de qualification des travailleurs s'accroît systématiquement en permanence par une politique suivie. Et c'est là que, à la fois l'éthique et puis la vue de long terme surtout est importante. Il y a une priorité à l'éducation et à la recherche qui doit être absolument cruciale. Ça suppose des transformations de budget. Vous voyez que ça suppose des choses qui vont plus loin qu'évidemment le rôle des syndicats. Mais les syndicats sont évidemment partie prenante dans la mesure où il faut transformer la gouvernance des entreprises et où, en prenant les meilleurs modèles, c'est-à-dire en Scandinavie, c'est comme ça que ça marche. En Allemagne, c'est comme ça que ça marche. La participation des salariés dans les entreprises au conseil d'administration est légale. C'est ça qui est important, c'est justifié par le droit. La Hollande, ça marche par l'intermédiaire des fonds de pension et par conséquent, les fonds de pension étant des actionnaires majoritaires, ils transmettent en quelque sorte les intérêts des salariés dans la gouvernance des entreprises. C'est un ensemble de mécanismes et de modes de régulation qu'il faut arriver à mettre en place et qui soient cohérents entre eux. C'est ça la chose importante. C'est pour ça que la vision macroéconomique du type de croissance domine. Et en effet, à ce moment-là, le rôle des syndicats sera, si vous voulez, réactivé de manière très importante dans les pays où il a baissé. Et vous savez, si les salariés voient des résultats, à ce moment-là, ils syndiqueront. C'est qu'en France, vous comprenez bien que le mur de Berlin tombe en novembre 1989. N'importe quel individu raisonnable, je ne dis pas rationnel, mais raisonnable, aurait pensé que l'union syndicale était faite en France. Il y avait un peu raison qu'il n'y en ait pas. Or, nous avons toujours des syndicats qui se mangent le nez dans toutes les négociations. Nous avons encore dans le dernier acte, là, c'est-à-dire le fameux contrat que le président a essayé de faire voter, vous avez deux syndicats importants qui ont refusé de le signer. Donc, il est clair que la France est très spécifique, malheureusement pour nous, et peut-être heureusement au niveau européen. Le problème de fond, c'est que nous avons besoin de penser les relations sociales
en France d'une manière différente de ce qu'on a pensé jusque-là. C'est un changement paradigmatique pour les syndicats français, en effet. Mais il est clair qu'il faut une unité syndicale, mais qu'il soit une unité qui n'est pas de façade, mais une unité de visée. Qu'est-ce qu'on veut faire et quel rôle les salariés doivent avoir dans les entreprises. Si vous gardez l'idée, une partie des syndicats garde l'idée d'une lutte de classe, alors qu'aujourd'hui, il faut vraiment un rôle de participation pour dépasser les difficultés, il est clair qu'on a de gros problèmes. Merci. Passons rapidement aux questions de la salle. Alors, il y a des micros. Que ceux qui ont les micros se manifestent. Alors là, ils sont en haut des travées, là. Donc, si vous avez des questions, levez la main, s'il vous plaît. Ne soyez pas timide. Ah, voilà, on a une question. Merci pour votre présentation, Monsieur Aglietta. Pourquoi considérez-vous que les générations, nous devons laisser une dette aux générations futures? C'est ce que j'ai compris quand vous avez parlé de dette sociale. La dette sociale, ça veut dire la contribution de chacun aux avantages que nous avons de vivre en collectivité. Et les avantages de vivre en collectivité, c'est un capital. Il n'y a pas que du capital privé dans les entreprises. La nation a un capital collectif. Et d'ailleurs, les comptes dits de patrimoine de la comptabilité nationale maintenant sont capables d'évaluer avec des difficultés ce qu'est ce capital collectif. Et ce capital collectif, vous l'avez tous les jours. Vous prenez des transports en commun, vous avez bénéficié d'une éducation, vous bénéficiez d'un service de santé collectif, vous avez une certaine sécurité de vie, ce n'est pas pareil dans tous les pays, donc vous avez un capital collectif. Ce capital, comme tout capital, doit être d'une part reproduit, parce que, évidemment, il n'y a qu'à voir. Moi, j'ai vécu, si vous voulez, une expérience très intéressante du plus grand pays du monde au plan économique, dont le capital collectif est en train de se détruire littéralement. Parce que j'ai vécu Sandy à New York. Et même à Manhattan, au cœur de Manhattan, on a eu 5 jours où il n'y avait plus d'électricité, ou plus de transport, plus rien. Donc voilà ce que c'est qu'un pays qui laisse tomber son capital collectif. Donc, investir dans le capital collectif, étant donné le temps de l'investissement, fait que le nouveau capital sera disponible dans l'avenir. Donc, il ne bénéficiera pas aux générations actuelles. Supposez que vous construisiez des infrastructures qui durent 50 ans. Alors, il est normal que ceux qui en bénéficieront dans les décennies futures le financent en partie. Et donc, le partage intergénérationnel de l'impôt est absolument décisif. Sinon, vous ne pouvez pas avoir de dette publique. C'est ce qui est en train de se passer. Ce qu'on est en train de vouloir dire aujourd'hui, dans les règles absurdes que le pacte budgétaire a fait, c'est que les États ne peuvent plus s'endetter de manière tendancielle. Le solde budgétaire doit être à 0. Et ça veut dire, c'est exactement comme si vous disiez à une entreprise, vous n'avez plus le droit de faire crédit, vous êtes obligé de tout autofinancer. Le capitalisme dont on parlait tout à l'heure disparaîtrait. Il est impossible au capitalisme de fonctionner sans crédit. Il est impossible à un État de renouveler son capital collectif sans s'endetter et donc sans que les générations futures participent. C'est le partage intergénérationnel. Participe évidemment au financement de la continuité de la société, car le maintien et le renouvellement du capital productif n'est pas autre chose que le maintien de la continuité de la société dans le temps. Donc ça relie les générations les unes aux autres, bien entendu. Une dernière question peut-être ? Merci. J'aurais une question par rapport au développement durable que vous avez évoqué à la fin, pour savoir ce qu'il y a comme proposition concrète de politique commune en Europe qui peut être mise en place pour cet enjeu, étant donné que vous considérez que c'est un enjeu majeur, et puis tout le monde le considère, pour les années à venir. On revient de parler de ça. Est-ce qu'il y a des questions sur la même thématique ? Est-ce que d'autres personnes ont des questions sur la même thématique ? On pourrait les grouper. Non ? Voilà. Enfin, celle-là est bonne. Ce que vous verrez dans le livre futur, c'est un début de réflexion sur le sujet. Ce dont on a besoin, c'est compliqué, parce que ce dont on a besoin, c'est une politique commune de l'Europe, puisque c'est un bien commun, le climat.
qui orientent des investissements qui, eux, sont décentralisables. Car ce que l'on veut, c'est la polarisation industrielle qui a désindustrialisé le sud de l'Europe, en partie la France, qui a concentré l'industrie sur l'Allemagne et les pays autour. Il faut inverser ce processus pour justement faire en sorte que les déficits des pays se transforment en équilibre. Or, c'est ça le climat. L'avantage des politiques climatiques, prenez un aspect crucial des politiques climatiques d'adaptation, qui est le renouvellement des bâtiments urbains, le renouvellement de l'espace urbain, avec la mise des bâtiments à des normes bas carbone et le développement d'un moyen de transport non polluant, le recyclage généralisé des biens de consommation. Et je ne parle pas des très grosses énergies, là. Hein, je parle de choses... Ça se fait dans les territoires, par définition. Les bâtiments, ils sont inscrits dans les territoires. Donc, si les collectivités locales, avec les aides qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut intégrer plusieurs niveaux de responsabilité publique, si les collectivités locales décident de programmes systématiques de renouvellement des bâtiments, c'est une portion énorme, hein, plus de 30%, si vous voulez, des émissions de carbone sont liées au détail, à ce qui se passe dans les bâtiments. Eh bien, vous avez de l'emploi pour longtemps. Et vous avez des nouvelles technologies pour faire ça. Et par conséquent, vous créez en Europe tout un réseau de nouvelles PME, de start-up, etc., qui permettront, qui auront un projet parce qu'on saura qu'il y a une orientation publique. Mais ce n'est possible que si, encore une fois, les incitations soient généralisées dans toute l'Europe. Donc il faut au niveau européen deux choses. C'est ce qu'on propose. Premièrement, une valeur sociale au carbone. Tant que vous ne mettez pas au carbone un prix suffisamment élevé, les technologies propres ne seront pas rentables et donc, dans la logique capitaliste, elles ne seront pas faites. Et donc, il y a tout un débat aujourd'hui, des calculs, etc., des modèles chez les économistes de l'environnement pour voir quel est le profil de hausse du prix du carbone qui est nécessaire pour transformer le mode de production. Donc, vous voyez, mettre un prix, c'est une action publique. Car le carbone ne peut pas avoir de prix autrement, c'est une externalité. Le marché ne mettra jamais un prix au carbone. Le marché lui-même des droits à polluer n'est pas un prix de marché pur. Il n'existe que parce qu'on a mis des quantums, si vous voulez, à certaines industries. Si vous mettez une taxe carbone, vous mettez un prix plus général. Voilà. Ça, c'est une décision qui ne peut être qu'au niveau européen. Ça n'a aucun sens au niveau national. Et donc, une valeur au carbone. Et deuxièmement, un système financier pour ça. Un système financier pour ça, je ne rentre pas dans le détail, mais dans les conditions actuelles où se trouvent les banques, dans l'aversion pour le risque que la crise a entraîné, les marchés financiers tels qu'ils sont ne financeront pas ça. Et en conséquence, il faut créer une intermédiation financière au niveau européen qui soit quelque chose qui soit centré sur le budget, sur la Banque centrale. Enfin, il existe des mécanismes, mais le point important, c'est que les États assemblés doivent définir un prix du carbone et doivent définir un système financier pour supporter les projets qui permettront d'avancer dans le nouveau régime de croissance. Voilà mais le reste doit se faire au niveau décentralisé. C'est ça le point intéressant, c'est que vous avez une coordination de niveau et qui crée une solidarité européenne, mais qui est une solidarité structurelle, puisqu'elle s'inscrit dans les projets. On poursuivrait la discussion avec bonheur, malheureusement il faut s'arrêter là. Donc merci et bravo Michel Élite.